Bonjour, je me présente, je m'appelle Maëva Kaya, je suis consultante en lactation IBCLC. C'est une certification qui permet aux professionnels de santé de se spécialiser en allaitement. Je suis auxiliaire de puériculture à la base. J'exerce actuellement pour la société Tire-lait Express de Brotteaux Médical. C'est une société qui permet aux mamans de se faire livrer directement à domicile ou à la maternité un tire-lait de leur choix, pris en charge par la sécurité sociale. Je travaille également à mon compte pour des consultations auprès des mamans et j'interviens dans plusieurs associations bénévolement, que ce soit la Leche League, l'association Koala. Et aujourd'hui, je suis sollicitée par l'Alliance des maternités catholiques pour vous parler des bienfaits de l'allaitement maternel dans le cadre de la SMAM, dans la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Voilà, donc on va un petit peu détailler ensemble tous les bienfaits différents que peut apporter l'allaitement maternel, tant sur le plan de la santé de la mère, de l'enfant, mais aussi sur le plan écologique, sur le plan sociétal et également un petit peu sur la génétique. Alors ensuite, il y a la deuxième catégorie, donc des recherches, moi que j'ai appelées les recherches encourageantes. Alors c'est là où on voit qu'il y a un impact. Alors là c'est un peu une catégorie surtout parce que soit on n'a pas suffisamment d'études pour vraiment affirmer haut et fort, comme on a pu le faire sur les magnétiques précédentes, le calcul du risque, soit il y a des études qui sont un peu contradictoires pour des problèmes justement de choix de qualification de l'allaitement par exemple, où il y a aussi des catégories dans lesquelles on voit qu'il y a un impact, mais on n'arrive pas trop à comprendre les mécanismes, ou alors les mécanismes sont multifactoriels et donc c'est moins évident de pouvoir mettre en évidence l'impact de l'allaitement, par exemple, typiquement pour le cas du QI. Les enfants allaités auraient un meilleur QI que ceux non allaités, mais il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le QI que c'est très difficile de mettre en avant comme seule variable l'allaitement. Alors, sur le surpoids et l'obésité, par exemple, il y a quand même une épidémie mondiale, donc ça peut être intéressant de savoir qu'il y a 2 à 3 fois plus d'obèses chez les enfants de 4, 5 et 6 ans qui n'ont pas été allaités au moins 3 mois. Le diabète de type 2, on le verra tout à l'heure, il y a probablement un impact épigénétique sur les gènes qui intervient là-dedans. L'asthme, visiblement, on a encore des études contradictoires, mais ça va plutôt en faveur de l'allaitement. Pareil pour les rhinites allergiques, l'hypercholestérolémie. C'est vrai que le lait maternel contient beaucoup de cholestérol, mais il a été mis en évidence que cette forte exposition au cholestérol dans la période néonatale et dans la période de la petite enfance, ça permet à l'âge adulte de mieux réguler le cholestérol. Sur les cancers aussi, sur les cancers de l'enfant en tout cas, il y a un fort impact. Le risque de leucémie aiguë est réduit de 21% chez les enfants allaités. Il y a un effet là encore dose dépendant, donc plus il y a allaité, plus cet impact est vrai. Il y a aussi moins de lymphome avant l'âge de 15 ans. Et régulièrement on découvre des propriétés anti-infectieuses du lait maternel. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment sur Arte, il y a un reportage qui est passé sur l'allaitement, il est peut-être encore visionnable en replay, je ne sais pas. Oui, je crois que c'était jusqu'à fin octobre qu'il est visionnable, donc vous pouvez le regarder. Et ils ont interviewé l'équipe justement qui a découvert une des protéines du lait qu'ils ont surnommée Hamlet, donc rien à voir avec Shakespeare. C'est Human Alpha Lactabulin, made lethal of tumor cell. Excusez pour mon accent. Textuellement, c'est une protéine qui est tueuse de cellules cancéreuses. Cette protéine est capable de détruire les cellules cancéreuses sans détruire les cellules saines. On ne sait pas encore par quel mécanisme, mais il y a des recherches en cours là-dessus et probablement que ça intéresse beaucoup la recherche anti-cancéreuse. Donc vous voyez que votre lait maternel est parfaitement adapté et en avance sur la recherche. Et oui, effectivement, ça je vous en ai déjà parlé sur tout ce qui est quotient intellectuel, on a probablement un impact, mais il y a tellement d'autres facteurs que c'est difficile de dire en quelle mesure. L'effet
dose dépendant, je vous en ai un petit peu parlé, mais il y a une étude américaine qui a pu montrer que plus les bébés avaient reçu de lait maternel et plus l'effet bénéfique est important. Et cette étude, elle concluait que c'était en proportion directe avec la dose de lait reçue par l'enfant. Autrement dit, plus vous allaitez longtemps, mieux c'est. Mais même si vous allaitez partiellement, c'est-à-dire un allaitement qu'on appelle communément mixte, c'est bénéfique aussi. C'est toujours mieux d'allaiter, même en mixte, si vous rencontrez des difficultés, que de ne pas allaiter du tout. C'est pas tout ou rien. Plus vous allez donner du lait, chaque tétée, chaque goutte de lait que vous donnez aura un effet bénéfique. Et ça, c'est très important, j'insiste, parce que du coup, c'est un peu le revers de la médaille de ces études où des fois on va voir un impact significatif passé 4 mois d'allaitement, par exemple. Des fois, il y a certains professionnels qui disent non, il faut allaiter jusqu'à 4 mois, sinon il n'y a pas d'effet bénéfique. Non, il y a un effet bénéfique dès la première tétée, même si la mère ne souhaite pas allaiter, elle peut tout simplement donner juste une tétée en salle de naissance. Ne serait-ce que ça va permettre la colonisation de l'intestin du bébé par ses premières gorgées de colostrum, même si la mère ne veut pas allaiter plus tard. C'est déjà bénéfique pour l'enfant, c'est déjà bénéfique pour sa flore. Alors, comme nous n'avons qu'une heure, j'avais prévu de vous parler un petit peu de la composition du lait maternel, mais je vais un petit peu raccourcir cette partie pour pouvoir aborder toutes les autres parties. Et je vous renverrai du coup, pour celles qui sont intéressées là-dedans, au livre que je vous ai présenté tout à l'heure, Biologie de l'allaitement maternel. Ce que je comptais dire quand même qui est très important, c'est que le lait maternel ou le lait tout court, donc le lait de mammifère, il est parfaitement adapté à chaque espèce. Alors, nous, le lait qu'on consomme le plus et qu'on connaît le plus dans notre société, c'est le lait de vache. Si on y réfléchit un peu, une vache, donc qui allait son petit veau, n'a rien de comparable avec un être humain. Le veau, il va doubler son poids de naissance en 2 mois, là où il faudra 5 à 6 mois pour un humain. Et lui, il va avoir une masse musculaire énorme. Donc son besoin principal au veau, c'est grandir, c'est grossir, donc il va avoir un lait riche en protéines. Donc c'est normal que le lait de vache soit riche en protéines. A l'inverse, nous, les bébés humains, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est le cerveau. On est une des espèces qui a un cerveau le plus important. On a une croissance proportionnellement beaucoup plus rapide que chez le veau. Et là, donc, du coup, les besoins pour un bébé, c'est pas tellement les protéines. Et d'ailleurs, avec les reins qui sont relativement immatures, ce serait compliqué de leur donner trop de protéines. Là, ça va être clairement les acides gras et le galactose qui va être important pour les bébés humains pour le développement de leur cerveau. La priorité du lait maternel, c'est développer le cerveau de l'enfant. Donc il y a vraiment une corrélation entre la taille du cerveau et la qualité du lait. Je ne l'ai pas mis sur la diapositive, mais il va y avoir aussi, par exemple, le lait le plus gras qui existe chez les mammifères, ce sera le lait de phoque, parce que tout simplement, pour survivre en eau glaciale, de quoi a besoin le lait de phoque, c'est d'avoir une couche de gras monstrueuse pour pouvoir survivre dans son milieu naturel. Donc on voit que les animaux qui vivent dans un milieu naturel très froid vont avoir un lait très très gras. Quelque part, on le retrouve un peu chez les femmes, puisque dans les pays chauds et tropicaux, le lait est un petit peu moins gras que quand les mamans ont un environnement plus chaud. Pardon. Donc il y a vraiment, pour chaque espèce, en fonction de son milieu et de ses besoins, un lait adapté. Je fais une petite aparté, c'est une des raisons qui fait qu'on ne peut pas donner du lait de vache tel quel, là, celui que vous achetez au magasin à le bonnet. Si la mère ne peut pas allaiter, elle doit obligatoirement passer par une préparation lactée pour nourrisson et pas par un lait comme ça de vache sorti du pied de la vache qui ne sera pas du tout adapté à ses besoins particuliers. Je vais accélérer un peu sur les détails. Je vous avais mis un petit peu un tableau là pour vous montrer un peu les différences qu'il pouvait avoir. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup plus de protéines dans le lait de vache que dans le lait de mère, dans le lait de femme. Ce qui est important pour les protéines, si ça quand même je vais le dire parce que ça lui permet une grande digestibilité au lait, c'est les caséines. Le lait maternel est assez riche en caséine, donc c'est des protéines qui vont coaguler en micelle, c'est beaucoup plus digestible pour les enfants, alors que le lait de vache, il coagule en
comme un gros paquet. Pour ceux qui ont déjà vu comment on fabrique du fromage, ça fait un espèce de gros fromage dans l'estomac, et donc la vidange gastrique est beaucoup plus facile pour un bébé nourri au lait maternel que pour un bébé nourri avec du lait de vache. Quand on dit du lait de vache, c'est parce que la plupart des préparations pour nourrissons sont quand même à base de lait de vache et on les modifie pour répondre aux besoins. Il y a d'autres laits qui sont faits avec des bases sur soja, riz, lait de chèvre, ou choses comme ça, mais bon, la plupart c'est quand même sur base de lait de vache. Au niveau des lipides, très important, donc je vous ai dit qu'on a besoin de gras pour le bébé, et notamment de graisses de bonne qualité, les oméga 3, les oméga 6, on en parle souvent, c'est très à la mode en ce moment pour nous, mais c'est très important pour les bébés, pour leur cerveau, pour également tout ce qui concerne le développement de la vision, de la rétine, toutes ces choses-là. Toutes les cellules de toute façon ont besoin de lipides. Et donc le lait maternel, il va avoir à peu près 35 grammes par litre en moyenne. Ça peut varier, hein, le taux de gras peut varier de 30 à 50 grammes par litre. C'est assez proche quand même du lait de vache si vous regardez le tableau. Par contre, la composition est très différente. Hein. Donc il ne faut vraiment pas les confondre. Une petite chose que je tenais à dire qui est importante, vous ne pouvez pas trop faire varier votre quantité de gras dans votre lait. Souvent les mamans ont peur d'avoir un lait qui n'est pas assez riche. C'est un mythe, ce n'est pas possible d'avoir un lait pas assez riche, à moins d'être dans un état de dénutrition sévère. Fort heureusement en France, ce n'est pas souvent le cas. Mais par contre, vous pouvez jouer sur la qualité des graisses dans votre lait, notamment en privilégiant des graisses polyinsaturées, riches en oméga 3 et en oméga 6, donc en variant les huiles, notamment l'huile de noix, de sésame, de colza, ça sera un bon rapport oméga 3, oméga 6. Évitez tout ce qui est beurre, viande, huile de palme, tout ça, ce sont des acides gras saturés. Donc ça peut avoir un impact sur la qualité des graisses de votre lait maternel. Maintenant, si vous avez une alimentation équilibrée, que vous mangez de temps en temps des poissons gras, que vous variez les huiles, votre lait sera de bonne qualité, quoi qu'il arrive. J'accélère un peu sur cette partie. J'espère que je ne vous perds pas. Sur les glucides, ça c'est important aussi, les glucides, on l'a dit, pour le cerveau. Hein. C'est vraiment, c'est 40% pour l'énergie du bébé, mais c'est aussi très important pour le microbiote intestinal. Parce que notamment les oligosaccharides, vous en avez parlé tout à l'heure, vont permettre une flore typique chez le bébé allaité qui est complètement différente que la flore du bébé non allaité. On sait maintenant que la flore intestinale a une grande importance sur la santé globale, hein, que c'est vrai pour les adultes aussi, mais c'est vrai pour nos enfants. Ces oligosaccharides ont aussi des propriétés anti-infectieuses. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de limiter l'adhérence aux parois, ça va des muqueuses, donc de la vessie, des poumons, de l'intestin, et ça va les empêcher de pénétrer aussi. Les oligosaccharides, elles agissent comme des leurres, elles vont éviter aux bactéries de pénétrer dans l'intestin, et elles vont être évacuées par les selles, tout simplement. Et donc, là encore, avec une flore bactérienne intestinale protégée. Pour les minéraux, tout ce qui est vitamines, minéraux, le lait maternel est très bien équilibré. Ça permet de bien protéger les reins de l'enfant qui sont encore très immatures. Je vais passer sur la diapositive suivante, comme ça vous suivez pour celles qui ont envie de voir en détail. Et également les vitamines, je voulais vous en dire deux mots, parce que le statut vitaminique de la maman, notamment de toutes les vitamines B, B1, B2, B6, B12, va dépendre de l'alimentation de la mère. Donc si vous devez faire un petit peu attention à ce que vous mangez, essayez d'avoir une alimentation équilibrée. Petite parenthèse également, notamment pour la vitamine B12, les régimes véganes, il y en a de plus en plus, posent problème en allaitement. Ça va avoir un impact sur la composition du lait. Donc les mamans véganes qui souhaitent allaiter doivent absolument être suivies par un diététicien pour vérifier tout ça. Et qu'il n'y ait pas de carence. Il peut y avoir des carences du coup pour le bébé du fait que la maman elle-même soit carencée. On a ici dans le lait maternel toutes les vitamines liposolubles nécessaires. On a la vitamine A, D,
Alors là, vous allez dire, oui, mais on les supplémente. Oui, on supplémente les bébés allaités en vitamine K, mais c'est plus pour prévenir les nourrissons à risque hémorragique. C'est pas parce que le lait maternel est en carence, c'est plus en prévention, parce que le lait maternel ne pourrait pas suffire pour ces bébés à risque à couvrir leurs besoins en vitamine K. Donc effectivement, pour les mamans qui sont enceintes, vous verrez que vous sortirez de la maternité avec une ordonnance pour être complémentée. Idem pour la vitamine D. Le lait maternel n'en manque pas, c'est juste notre mode de vie qui fait que nous en manquons nous-mêmes mamans, et que donc on complémente les enfants également en vitamine D. Notre mode de vie sous nos tropiques ne nous permet pas un statut de vitamine D optimum. Donc là encore, il y aura une supplémentation, mais encore une fois, c'est pas le lait maternel qui n'est pas adapté, c'est notre mode de vie qui n'est pas tout à fait adapté. On a aussi la chance dans notre lait maternel d'avoir beaucoup de vitamine E, ça aussi c'est très à la mode pour son pouvoir antioxydant, on en rajoute dans toutes les crèmes, dans toutes les vitamines, mais notre lait maternel, il en contient naturellement, je veux dire. C'est ce qui me fait dire qu'on peut parler du lait maternel comme étant un véritable alicament. C'est-à-dire que c'est à la fois un apport nutritionnel, l'enfant se nourrit, mais on le soigne, on le protège aussi avec le lait maternel. Dans le lait maternel, on a directement des leucocytes, donc c'est des cellules qui vont permettre de défendre l'organisme du bébé. Ils sont vivants, il y en a 90% de macrophages et 10% de lymphocytes, et c'est clairement des cellules qui vont participer directement à la défense de l'immunité des enfants. Donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez également de la lactoferrine, c'est une des principales protéines du lait maternel, qui a de multiples, alors là beaucoup de pouvoir sur la protection, c'est microbicide, c'est immunomodulatoire, c'est bactériostatique, là encore aussi ça limite l'adhérence de certaines bactéries aux parois, et la lactoferrine, on entend le fer, ça permet une absorption maximale du fer. Souvent ça fait peur, pour celles qui ont vraiment regardé en détail le tableau, ça peut faire peur de dire oui, mais il n'y a pas beaucoup de fer dans le lait maternel. Oui, mais le peu de fer qu'il y a est quasiment entièrement absorbé grâce à la lactoferrine qui va favoriser son absorption. On retrouve aussi des cacavéines, ça a un effet prébiotique, donc ça va favoriser une bonne croissance des bonnes bactéries, de préférence. Là aussi, on limite l'adhérence des virus et des bactéries aux parois. Dans le lait maternel, on va retrouver aussi des lysozymes, donc c'est une enzyme qui en quelque sorte digère les bactéries plutôt que de digérer les nutriments. Donc là encore, l'enfant est protégé par l'alicament du lait maternel. Il y a des cytokines, donc c'est qui vont agir sur l'inflammation et l'anti-inflammation. Et on peut aussi avoir des composants anti-inflammatoires et antioxydants dans le lait. Vous voyez que votre lait, c'est bien plus qu'un simple aliment. Je ne rentre pas plus dans les détails parce que je vais perdre tout le monde avec la biologie. Je voulais vous parler du cycle entéromammaire. C'est un petit peu, je dirais pas magique, mais c'est vraiment fabuleux. Moi, ça m'étonne toujours de voir ce que le corps humain est capable de faire. Donc là, si vous suivez les trois petites images, 1, 2, 3, sur la première image, on voit la mère qui est en contact là, avec un organisme quelconque. Prenons par exemple les gastroentérites. La mère est en contact avec un virus de gastroentérite. Elle va l'avoir dans ses voies digestives. À l'intérieur de son intestin, les cellules vont être détectées par les cellules de la mère. Elle va elle-même mettre en branle son système immunitaire. Et c'est tous les anticorps, les lymphocytes B qui sont sensibilisés aux germes en particulier qu'elle aura rencontrés. Donc là, si on prend l'exemple du rotavirus qui sont sensibilisés au rotavirus, vont migrer vers les glandes exocrines de la mère. Donc, par exemple, les glandes salivaires, mais aussi les glandes mammaires. Et donc, ces IgAS, qu'on appelle donc les lymphocytes, et tout ça, vont passer dans le lait de l'enfant, et l'enfant va directement ingérer ces cellules du système immunitaire de la mère. Donc, même si l'enfant n'a pas été en contact, avant même que la mère ait les symptômes de sa gastro, si on prend l'exemple de la gastro, l'enfant, lui, il aura déjà les cellules qui vont l'aider à lutter contre l'infection. Et pour les mamans qui ont plusieurs enfants, c'est assez fréquent,
notamment dans les gastro, que les aînés aient une gastro, que tout le monde à la maison soit malade, sauf le petit dernier, qui se porte très bien avec son lait maternel et tous les anticorps qu'il y a dedans. Et ça, c'est un des mécanismes qui explique que c'est surtout pas le bon moment de sevrer si vous êtes malade. Si vous voulez sevrer, attendez d'être guéri avant de sevrer. Au moins, vos germes ils vont être utiles parce que du coup, ils vont vous permettre de stimuler votre propre système immunitaire et ce que vous allez produire sera directement ingéré par votre bébé. Donc c'est vraiment un mécanisme très performant. Alors dans les autres bénéfiques, dans tout ce qui est bénéfique, dans les autres bénéfices, on en parle moins souvent, mais l'allaitement c'est aussi un effet antalgique. Ça, on le sait depuis longtemps que si on associe succion, c'est dur à dire, et absorption d'un liquide sucré, on a un effet antalgique sur les soins douloureux. Donc je vous ai mis une échelle qui peut être utilisée pour coter par des cotations. Les professionnels de santé utilisent souvent des échelles. Et on donne une note à la douleur, de 0 à 10. Donc 0 c'est pas de douleur, 10 c'est une douleur insupportable. Chez les bébés, on va noter en observant, bien sûr, c'est pas le bébé lui-même qui note. Donc, on peut tester ça avec l'allaitement. Il y a une étude française, alors je cite que c'est une étude française, parce qu'il y en a beaucoup sur l'allaitement, qui a été faite à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain sur 180 bébés qui devaient subir une prise de sang. Et donc, au niveau des résultats, c'est assez surprenant, donc, toujours en utilisant une échelle de douleur aiguë de 0 à 10. Alors, les bébés qui étaient dans les bras de leur mère sans tétée et qui avaient reçu juste de l'eau comme placebo, eux, c'était à 10. Les bébés qui avaient reçu une solution sucrée plus une sucette, donc association sucette et sucre, eux, ils étaient à 3, c'est déjà nettement mieux. Il y a un vrai effet antalgique sur succion plus sucre. Et les bébés qui étaient en train de téter, c'était à 1. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. Donc, par exemple, quand on ferait le test de buterie, pour ceux qui vont bientôt accoucher, ou si pour ceux qui sont déjà nés quand vous faites un vaccin, ou s'il y a un soin quelconque douloureux à faire, mettre au sein, c'est un très très bon antalgique. Si vous faites ça, attendez quelques secondes que le réflexe d'éjection soit venu pour que le bébé soit clairement en train de téter. Pour celles qui allaitent, vous avez peut-être remarqué que le lait n'arrive pas aux premières suctions. Il faut que l'enfant tète un petit peu et quand vous voyez qu'il commence à déglutir, là, vous pouvez dire au médecin ou à la sage-femme, c'est bon, on y va. Et effectivement, en général, pour ceux qui l'ont vécu, ça se passe mieux quand le bébé est au sein que quand il fait rien du tout. Donc ça, c'est quand même un bon avantage. Un autre notre série de bienfaits, c'est bienfaits pour la santé des mères quand même. On parle souvent et beaucoup de la santé des bébés. Déjà, j'ai la moitié de mon intervention qui a parlé sur la santé des bébés, mais je voulais vous parler d'autres bienfaits qu'on a moins l'habitude d'entendre et qui pourtant ne sont pas à négliger. Donc sur la mère aussi, on a des effets bénéfiques. Ça a été clairement démontré, donc là encore avec un niveau de preuve assez élevé, qu'il y a une diminution des risques de cancer du sein. Également diminution des risques des cancers des ovaires. Donc ça a un bon impact sur les cancers féminins, avec aussi un effet, alors là on ne pourrait pas dire dose dépendant, mais un effet de plus il y a eu d'allaitement, plus il y a eu de mois d'allaitement au cours d'une vie, plus c'est marqué. Autre effet bénéfique, c'est un espacement des grossesses. La fertilité, elle est réduite pendant l'allaitement. Du coup, je vous ai fait une petite parenthèse de rappel sur les effets contraceptifs de l'allaitement. Ils peuvent être très puissants, on peut être à 98% d'effets contraceptifs. Alors, je vous ai mis un si en rouge, on ne voit pas trop les couleurs. Ça, c'est vrai à certaines conditions. Il ne suffit pas de dire « Oh, j'allaite, donc je suis protégée ». Non, il y a le si, c'est vrai, on est protégé s'il y a minimum 10 à 12 tétées par 24 heures. Donc, ce qui veut dire des tétées très fréquentes, et donc y compris des tétées la nuit. Dès lors que l'enfant fait ses nuits, c'est plus possible. En général, ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'écart de 4 heures la nuit. C'est un allaitement exclusif, donc pas d'eau, de jus de fruits, rien d'autre, pas de diversification. L'enfant doit avoir moins de 6 mois, puisqu'après, fatalement, après 6 mois, il est censé être diversifié, et la mère, après les saignements de l'accouchement, ne doit plus avoir eu d'autres saignements,
Et moi, je rajouterais également, l'enfant ne devrait pas avoir de tétine. Si l'enfant a une tétine, sa demande peut être minorée par la tétine, et du coup, on peut un petit peu fausser nos tétées fréquentes. Donc, si tout ça est réuni, c'est contraceptif, on a vraiment un large espacement des grossesses. Dans les tribus un petit peu reculées du monde où on laisse faire les allaitements plusieurs années de façon naturelle, l'espacement des naissances, il se situe 3 à 4 ans, naturellement. Par contre, dans les endroits où il y a des allaitements plus courts, l'espacement des naissances, fatalement, se rapproche, et c'est le cas également en France. On a aussi un risque réduit d'anémie pour les mamans, de fait qu'il y ait une aménorrhée prolongée, donc une absence de règles prolongée, fatalement il y a moins de pertes sanguines, mais aussi en postpartum immédiat, donc juste après l'accouchement, on a moins de pertes, parce que chaque tétée va entraîner des petites contractions, l'utérus va plus rapidement retrouver sa forme et sa place normale qu'une maman qui n'allaiterait pas, et les pertes sanguines sont un petit peu limitées. Donc on a un petit peu moins d'hémorragie due à ça. La perte de poids. Alors là, je sais que quand on parle de ça, il y a toujours des mamans qui vont dire non, moi je n'ai pas du tout perdu. Alors, déjà, la perte de poids, c'est toujours pareil, on parle à l'échelle d'une population, tout ce que je vous dis aujourd'hui, on est à l'échelle d'une population, on ne peut pas faire du cas par cas, moi ceci, moi cela. Mais, globalement, les besoins estimés d'une maman qui allaite, ce serait de manger plus 670 kilocalories par jour. Mais comme dans la réalité, en fait, on ne mange pas ça en plus, on mange plutôt 300 à 400 calories par jour, la différence, elle se fait par la mobilisation des graisses. C'est-à-dire que les calories que l'enfant va recevoir, elles viennent de l'alimentation de la mère, mais aussi des graisses calories accumulées pendant la grossesse. Et ça, c'est quand même une perte de poids qui est douce et qui se fait sur plusieurs mois. Nous, en France, on a tendance, comme les taux d'allaitement, l'allaitement s'arrête relativement tôt à l'échelle de ce que serait un allaitement normal pour l'espèce humaine. Là, par exemple, sur cette étude que je vous ai citée, elle est vécue sur 1 an déjà. Donc, comme il y a peu de mamans qui allaitent 1 an, il y a peu de mamans qui peuvent bénéficier de cette perte de poids douce postpartum. Donc on est à moins 200 à moins 800 grammes les 6 premiers mois et 100 à 200 grammes perdus pour les 6 mois suivants. Donc c'est une perte de poids douce, et c'est logique puisque si on conçoit l'allaitement sur plusieurs années, les réserves accumulées pendant la grossesse, elles sont censées servir sur plusieurs années et pallier quand on est dans un environnement naturel. Si on était encore à la préhistoire ou au fin fond de l'Amazonie, on aurait fatalement des périodes où on mange moins, et le corps de la femme doit pouvoir pallier à ces moments de disette, ces moments où on mange moins, pour assurer les calories à l'enfant. Nous, dans nos pays où on mange beaucoup, ça se vérifie moins, on n'a pas trop de période de disette et on mange peut-être un peu. On a d'autres effets bénéfiques sur les arthrites rhumatoïdes, les infections urinaires, l'endométriose. Donc là encore, des pathologies qui sont relativement fréquentes chez les femmes. Donc ça peut être intéressant. L'ostéoporose, j'ai voulu en parler, non pas qu'il y a un effet très très protecteur sur l'ostéoporose, mais souvent à tort on dit que l'allaitement favorise l'ostéoporose parce qu'il y a une perte de densité osseuse pendant la période d'allaitement. Il y a 2 à 10% de densité osseuse perdue pendant la période d'allaitement, sauf que en fait très rapidement ça revient à la normale en bout à 18 mois, donc on ne peut pas accuser l'ostéoporose de poser vraiment des problèmes. Même il y a certaines études qui montrent que les femmes ménopausées qui ont allaité plusieurs enfants ont moins de fractures de la hanche et moins de fractures vertébrales que la moyenne. Donc on va même plutôt dans le sens inverse. Donc voilà, pour la femme aussi, il ne faut pas penser qu'il n'y a que les bienfaits pour les femmes, pour les bébés, il y a aussi des bienfaits pour les mamans. Et on en parle moins souvent, et moi je voulais aussi profiter, on m'est demandé de parler des bienfaits pour la planète. C'est un sujet assez crucial, et je voulais profiter de cette semaine, donc qui est une journée mondiale de l'allaitement, pour voir un peu au niveau de notre planète les impacts.
si vous n'allaitez pas, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir utiliser des préparations lactées pour nourrissons. Et ces préparations lactées pour nourrissons, elles ont un énorme impact écologique. Il y a une grosse consommation d'eau qui est liée au non-allaitement, hein, déjà pour les cultures nourricières pour les vaches, pour l'élevage lui-même des vaches, pour la production dans les usines de ces boîtes de lait, et puis après à domicile pour la préparation et pour le nettoyage de ces biberons. Il y a des chiffres qui sont énormes, hein. Il faut à peu près 940 litres d'eau pour produire 1 kg de lait liquide. Donc là, vous avez votre bouteille de lait qui sort de la vache. Mais après, il faut 1 kg de lait pour faire 200 grammes de lait en poudre. Et donc, il faut 4700 litres d'eau pour fabriquer 1 kg de poudre de lait. Donc, dans une période où on parle beaucoup d'écologie, il faut penser à tout ça. Une consommation d'énergie aussi. Donc, pareil pour les cultures nourricières, notamment en plus si les mamans stérilisent. Et puis après, pour tout ce qui est traitement et recyclage des déchets et des boîtes en aluminium. Donc une grosse consommation d'énergie. Un impact aussi sur la déforestation. Alors, dans les pays en voie de développement, c'est souvent le bois de chauffage qui est utilisé pour faire comme source d'énergie. Et aussi, également, la déforestation, elle va être en lien avec tout ce qui est culture, parce qu'il va falloir nourrir toutes ces bêtes qui produisent le lait. Donc c'est une culture extensive, notamment de soja pour l'élevage, et puis aussi un peu de lait à base de soja et des palmiers à huile, puisque je vous ai parlé de l'importance des graisses tout à l'heure pour le cerveau des bébés. Et donc dans les boîtes de lait en poudre, il faut rajouter des huiles, et c'est souvent des huiles de palme, donc on contribue aussi à la déforestation via les huiles de palme. Il y a aussi toute une série de produits polluants qui vont être utilisés pour l'agriculture. Et puis aussi la pollution par les plastiques, parce que il y a beaucoup de plastique utilisé pour les biberons, pour les tétines, pour les bouteilles, pour tout ça. Sur l'effet de serre, ça a un impact aussi. Alors ça fait rire les enfants, mais effectivement, l'épée des vaches, c'est des méthanes et c'est des ruminants, ils en font beaucoup, ça participe à l'effet de serre. Ça a été largement démontré et décrié. Le transport des boîtes de lait, ça fait des gaz à effet de serre aussi. On estime que pour chaque kilo de lait en poudre produit et traité, il faut 21, ça correspond à 21,8 kg d'équivalent en CO2 de gaz à effet de serre qui sont émis. Donc là encore, c'est beaucoup. C'est des déchets également, c'est des boîtes de lait, des emballages, des biberons, des tétines, des bouteilles d'eau, des supports publicitaires et marketing. Et puis je l'ai rajouté, mais toutes les serviettes hygiéniques, les tampons qui vont faire que la mère va avoir un retour de couche beaucoup plus rapide si elle n'allait pas. 3 millions de bébés sont nourris au biberon, ça fait 450 millions de boîtes de lait. Pour vous donner des chiffres. Et également, on a un réel problème, notamment avec les antibiotiques qu'on retrouve dans les eaux. Alors ça peut être lié aux antibiotiques utilisés dans les élevages, mais également aussi aux antibiotiques que les enfants vont plus prendre, du fait qu'ils sont plus malades, et qu'on va retrouver dans la nature, qui peuvent aussi entraîner des résistances. Donc, aussi dans les bienfaits, mis à part les bienfaits sur la planète, qui sont quand même énormes, et quand on fait le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, il faut peser le pour et le contre de tout, y compris aussi des bienfaits pour la société et pour la famille. Donc c'est un aliment gratuit, donc pour la famille c'est tout bénef, pour la société également. 6 mois d'allaitement artificiel, ça correspond, alors là c'est des chiffres, je n'ai pas trouvé des chiffres plus récents, mais je pense que ça a dû changer parce qu'on a quand même de l'inflation, ça a dû augmenter. C'est des chiffres de 2003. Pour 6 mois d'allaitement artificiel, la dépense minimale elle se situerait entre 438 et 517 € en lait et accessoires par an. Donc du coup, ça fait un budget pour les familles. Pour la société, c'est quand même aussi des dépenses de santé réduites. On a fait toute une large partie sur les bienfaits sur la santé des enfants et des mères. Donc fatalement, derrière, il y a un impact pour la sécurité sociale. En France, en 1999, le surcoût de dépenses des frais médicaux ambulatoires et d'hospitalisation dû au non-allaitement a été estimé à 170 millions d'euros. Donc c'est énorme.
Et aux États-Unis, en 1999, ça a été le surcoût médical. Donc juste en lien avec les otites et les troubles respiratoires et digestifs, donc juste une petite partie, a été évalué entre 335 et 475 $ par enfant pour la première année de vie. Donc le non-allaitement, c'est un coût aussi pour les dépenses de santé. On en revient encore aussi à l'absentéisme des parents. Au niveau sociétal, c'est énorme hein, parce que ça coûte cher à la sécurité sociale, les absences des parents, ça coûte cher aux employeurs. Donc à l'échelle nationale, ça fait des chiffres très vite importants. Je n'ai pas pu les retrouver, mais vous avez Véronique Darmonja qui fait un blog sur son consultant dans l'allaitation qui s'est spécialisée vraiment dans l'allaitement et la reprise du travail. Elle a bien travaillé sur ces questions, c'est très intéressant si on a qui veulent lire son site. Autre bienfait que je voulais vous parler, je termine dans le site parce que je vois l'heure qui tourne, c'est des bienfaits également pour la génétique et pour l'hérédité. Alors ça, on en parle très peu encore, mais on a d'énormes avancées dans tout ce qui est épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est l'étude des changements héréditaires dans l'expression des gènes ayant lieu sans altération de la séquence ADN. Je vais revenir en arrière. Je vais quand même vous en dire deux mots. Donc ça, c'est assez récent comme découverte. Déjà qu'on s'intéresse à ça, on avait pendant longtemps pensé qu'on avait énormément de gènes. En fait, finalement, on en a même beaucoup moins que certaines plantes. On n'a entre guillemets, que 20 687 gènes, ce qui est peu. Et le génome humain est constitué seulement de 2% de gènes. Tout le reste, 98%, c'est de l'ADN non codant ou des gènes non codants. Ce qui veut dire qu'en fait, nos différences entre nous, et on est tous très différents, elles ne sont pas liées juste à nos simples gènes, mais à la façon dont nos gènes s'expriment. Si on doit un petit peu résumer, c'est comme si on avait des interrupteurs on-off et qu'en fonction de l'environnement, du stress, de tout ce qui nous entoure, nos gènes s'exprimaient d'une façon ou d'une autre. Et ces interrupteurs, ils ne sont pas figés dans le temps. Il y a des périodes de la vie dans lesquelles c'est très sensible et où on peut modifier. Et notamment la période néonatale et chez les très jeunes enfants. Et donc quand on sait que l'environnement peut modifier l'expression génétique, l'expression des gènes, bien sûr les chercheurs se sont penchés là-dessus. Et justement, je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, il y a certainement pas mal de pathologies où l'allaitement a un effet protecteur par des mécanismes épigénétiques et non pas simplement par la composition du lait. Sans compter également que dans le lait, on a du matériel génétique que l'on transmet, des micro-ARN, ça s'appelle. C'est pas mon domaine précis, la génétique, mais en tout cas dans le lait maternel, on a des fractions de gènes quelque part qui vont être transmis au bébé, et ça c'est une grande découverte parce qu'on pensait que c'était les gamètes mâles-femelles qui transmettaient le capital génétique aux enfants et basta, et il s'avère que non, également par le lait maternel, la mère transmet du capital génétique, et ça peut se transmettre sur plusieurs générations. On est remonté jusqu'à 9 générations actuellement. On peut retrouver des fantômes de nos ancêtres via le lait maternel. Donc c'est une voie de recherche très intéressante. Et effectivement, quand on parle des bienfaits, il faut avoir ça en tête. Et quelque part, avec le lait maternel, on peut, alors je ne vais pas dire réparer les gènes, mais influencer le capital génétique. Alors c'est vrai que ça ouvre d'autres questions. Les mamans qui donnent leur lait, elles donnent aussi du coup peut-être du capital génétique. Quelque part, chez les musulmans, les femmes qui allaitent plusieurs enfants, les enfants sont considérés comme frères et sœurs de lait, ils ne peuvent pas se marier entre eux. Moi, je me dis que peut-être, en fait, ils ont eu du bon sens et que peut-être, oui, il y a une part de vérité dans ces frères et sœurs de lait. Quelque part, ils partagent un petit peu le matériel génétique. Également, ça pose question pour nos enfants qui ne sont pas allaités et à qui on donne du lait d'une autre espèce. Donc on est un peu sur une expérimentation, on a peu de recul là-dessus encore.
On ne sait pas encore tout ce que la recherche va donner, mais c'est les questions actuelles des recherches se posent là-dessus. Alors je vous avais dit je vous avais dit en début d'intervention que j'avais mis des guillemets à bienfaits. Alors, pourtant, des bienfaits, on en a vu plein, des bienfaits santé, des bienfaits sur la planète, des bienfaits sur la génétique. Mais d'où vient pour moi ces petits guillemets? C'est que j'aimerais bien, je me pose la question et je profite un peu en termes de conclusion qu'on est sur une semaine de réflexion autour de l'allaitement maternel pour parler un petit peu de ça. Les bienfaits ou les bénéfices, c'est très bien, mais vous avez vu, j'ai souvent aussi employé le risque quand on n'est pas allaité. Souvent, les professionnels ont du mal à parler en termes de risque, de peur de culpabiliser les mères qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas allaiter. Pourtant, ce n'est pas du tout le propos. Le propos n'est pas de culpabiliser une maman ou une autre. Les mamans font du mieux qu'elles peuvent avec ce qu'elles peuvent et toutes les mamans veulent le mieux possible pour leur bébé. Donc ça, c'est un fait. Par contre, à force de parler de bienfaits, on inverse un peu la représentation et on ne se fixe pas à la bonne norme. Ça ne culpabilise personne de parler des risques de la prématurité. C'est bien rentré dans le langage commun. Même une maman qui est en menace d'accouchement prématuré, on va lui parler des risques et de ce qu'on va faire pour éviter les risques, de ce qu'on va mettre en place pour que son bébé se développe le mieux possible. Il faudrait parler aussi des risques du non-allaitement et plutôt informer les mères sur ces risques et leur donner les clés pour qu'elles fassent 2 fois plus attention. Tout bêtement, quand on sait, par exemple, qu'on est plus sensible aux bronchiolites quand on n'est pas allaité, une maman qui n'allaite pas, elle peut, en période d'épidémie, être 2 fois plus prudente pour ne pas aller dans des endroits confinés avec d'autres petits-enfants ou pour s'isoler des personnes enrhumées ou des choses comme ça. Si les parents sont informés, ils vont pouvoir mettre en action des choses pour compenser ces risques. C'est plus honnête intellectuellement de parler du risque du non-allaitement. Et on ne parle pas des bienfaits d'une naissance à terme, ça nous paraît, ou on ne parle pas des bienfaits d'être non-fumeur, on parle des risques du tabagisme, on parle des risques de la prématurité. Et donc, voilà, moi je voulais qu'on réfléchisse un peu là-dessus, même si moi la première, j'utilise encore le terme bienfait. J'ai essayé dans cette intervention de parler à plusieurs reprises du risque, tout simplement parce que la norme ne peut pas être bénéfique. La norme, c'est normal, comme le mot l'indique, c'est l'écart à la norme qui présente un risque, pas la norme qui est bénéfique. Donc ça, c'est pour remettre un petit peu les choses dans le vrai sens des mots, et j'espère que petit à petit, des événements comme ça de SMAM où on prend le temps de parler des choses, d'approfondir, vont pouvoir, dans le langage commun, nous aider à être plus clairs et plus honnêtes intellectuellement, nous-mêmes professionnels, et également pour que les parents soient mieux informés pour faire des choix mieux éclairés. Voilà. Merci de votre attention.